Europe 1. Jean-Marc Morandini. Avec l'invité de 10h45 sur Europe 1 qui est Michel Chevalet, journaliste spécialiste des questions scientifiques. Que se passe-t-il dans le ciel ? La disparition la semaine dernière du vol d'Air Asia s'est ajoutée à celle du Boeing de la Malaysia Airlines, elle-même suivie de la désintégration en vol du MH17 en Ukraine et du crash du vol d'Air Algérie en juillet dernier. Alors peut-on parler de série noire dans le ciel ? Faut-il s'inquiéter désormais quand on prend l'avion ? Pourquoi répète-t-on malgré tout que l'avion est le moyen de transport le plus sûr ? On va en parler avec Michel Chevalet. Bonjour Michel. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. C'est vrai qu'on s'inquiète, il y a eu beaucoup de gens qui ont voyagé en avion, loin ou pas loin d'ailleurs, pendant ces fêtes de fin d'année. On sentait une certaine inquiétude dans les aéroports par rapport à ces disparitions qui sont, certaines sont mystérieuses. Air Asia par exemple, on a retrouvé l'appareil mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a le vol de la Malaysia Airlines également. Est-ce qu'aujourd'hui, l'avion reste le moyen de transport le plus sûr, comme on le dit, on le répète, pour se rassurer ? Ah non, attendez, je ne sais pas où vous avez vos sources d'informations, dans quels aéroports vous avez été, Jean-Marc. Enfin, moi, je vole moins maintenant. Enfin, j'ai pas le sentiment, les gens autour de moi... Les gens se posent des questions, se pose des questions. Les gens s'interrogent. Moi, j'ai fait beaucoup d'aéroports pendant ces fêtes, les gens se posent des questions, on le voit, on s'interroge. Et même quand on parle avec le personnel de bord, voilà, c'est pareil, on se pose des questions. À différents niveaux. On y reviendra sur le problème du personnel de bord, parce que sur les professionnels, ils sont concernés. Ce qui se passe, quelle que soit la compagnie, un crash, tout de même les interpelle. Parce qu'ils se disent, bon, ce qui s'est passé là, j'ai le même type d'appareil, je peux rencontrer des conditions météo délicates, et ça peut m'arriver, mais le pourcentage est très faible. Alors, revenons sur la sécurité. Attendez, vu le nombre d'appareils qui volent, le nombre de milliards de passagers transportés, ça reste effectivement, avec le chemin de fer, les moyens de transport les plus sûrs. Simplement, ce qui s'est produit cette année 2014, tout de même, là, j'avoue qu'il y a eu une accumulation. Alors, c'est dû à quoi ? Alors, on en enlève un. On en enlève un, tout de même, c'est celui qui a été descendu par un missile, dont on ne connaîtra jamais le nom du gars qui a appuyé sur le bouton. Je le mets à part, c'est un fait de guerre, c'est malheureusement. Bon, il reste 3 appareils. Ce qui interpelle, c'est que quasiment ces 3 crashs se sont produits avec, au départ, des conditions météo. Alors que les avions volent tous les jours. Moi, j'ai fait la Guyane pour les vols d'Ariane quasiment tous les mois. Donc, on franchissait la zone intertropicale, c'est-à-dire une zone agitée, enfin, voilà, pour expliquer. Une zone agitée, il y a des orages plus ou moins importants. Et tous les avions sont faits pour affronter les orages. Jamais, directement, un orage n'a été la cause de la perte d'un avion. C'est-à-dire l'orage lui-même. Mais par contre, ce qui interpelle, c'est que là, on a trois appareils, donc et puis un MD-83, un modèle beaucoup plus ancien, qui sont tombés parce que le facteur de point de départ, je sais pas, après on va parler de la gestion. Mais attendez, on va reprendre des choses dans l'ordre. Par exemple, le Boeing de la Malaysia Airlines. Un avion peut disparaître. Aujourd'hui, en 2014, 2015, depuis quelques jours, un avion peut disparaître avec tout le monde à bord. C'est la grande énigme. Ça fait peur quand même. Ah non, c'est la grande énigme. Voilà. Si vous voulez, ce qui est troublant dans cette affaire, c'est que malheureusement, on a mis d'abord beaucoup de mauvaise volonté pour le retrouver, enfin pour la manière dont a géré la crise, enfin, c'est aberrant. On nous a baladés, moi j'ai le courage de le dire à iTélé, on nous a baladés, nous les journalistes, pas une succession d'informations, de fausses nouvelles. Et puis actuellement, il y a des recherches, théoriquement, c'est les Australiens, mais ils ont d'autres problèmes à régler. Ce sont les Australiens qui font les recherches en mer, on n'en entend absolument pas parler. Mais enfin, un avion avec 298 personnes à bord disparaît. Point. Oui. Comprenez qu'on soit inquiet. Mais non, regardez, attendez, on va pas faire l'émission là-dessus, mais regardez comment les choses sont passées. Il y a eu les contacts radio. Ce que l'on ne comprend pas, c'est que il a changé de cap plusieurs fois, donc ça, c'est pas un automatique. Non, mais d'accord, mais c'est une commande. Oui, d'accord. C'est un homme. Mais il a disparu, c'est ça. Mais après, voilà. Hormis ce qui s'est passé, il a disparu, c'est ça qui paraît incroyable. Parce qu'il n'y avait pas... C'est aberrant. Non, mais ça vous surprend. Mais c'est aberrant, on n'avait pas le système de relais satellite pour des problèmes de coût. Ça coûte cher un satellite, ça se loue à l'année. Alors, on nous a dit, ça n'arrivera plus jamais, c'est fini, on a tiré les leçons. Air Asia, la semaine dernière, on met 48 heures pour le retrouver, c'est pareil. On a mis plus que ça, malheureusement. 3 jours. On a mis une semaine. Bon, vous trouvez les morceaux. Ouais. Et on n'a pas tous les boîtes noires. Mais donc ça recommence. Ce qui me surprend, ce qui me surprend, Jean-Marc, ce qui me surprend, c'est qu'on n'arrive pas à trouver les boîtes noires d'un avion, donc on a à peu près, on a le dernier contact radar, le dernier contact radio, et
et il y a 40 mètres d'eau. Quand il y a 3 km, 4 km de flotte, ok, mais pas dans 30 mètres d'eau. Un simple plongeur avec des bouteilles peut y aller. Michel Chevalet, vous êtes en train de nous expliquer que Malaysia, on ne sait pas, que AirAsia, on ne comprend pas. Et vous nous dites, ayez confiance. Paradoxalement, oui. Non, confiance dans la probabilité. Moi, je raisonne, c'est confiance dans la probabilité. Je prends l'avion, est-ce que je risque de perdre la vie ? Réponse, non. Vous pouvez voler, faire... Attendez, les premiers intéressés, ce sont les navigants, les PNC, les PNT. Enfin, j'ai beaucoup de copains. C'est les stewards et les hôtesses. Mais bien sûr, mais bien sûr. Air Algérie, c'est pareil, le vol d'Air Algérie. Alors, l'Algérie, vous voyez, l'enquête, c'est toujours très long. Ça va mettre un an pour avoir l'année. Il semblerait, donc il a un décrochage, il est parti en vrille, il est tombé. Le problème, c'est que, officieusement, parce que c'est tout de même, c'était l'Algérie, c'est le Mali, c'est pas la France. Le BEA apporte son concours, mais ce ne sont pas eux qui mènent l'enquête. Il faut faire très attention. Donc c'est pour ça ils ont été... On ne sait pas tout, c'est ce que vous voulez dire. Ils n'ont pas le droit publiquement de les choses. Alors, dans les milieux généralement bien informés, comme on dit journalistiquement parlant, bon, il semblerait qu'il y ait eu un problème de givrage, de sondes, de capteurs, toujours, sondes, de capteurs, comme dans le vol Air de France, pression, sur les réacteurs. Sur les réacteurs, pas sur les plans de vol, sur la vitesse. C'est sur les MD-83, c'est très particulier. Et donc, ils ont eu une réduction de la poussée des réacteurs, mais ce qui est paradoxalement, c'est que les types ne l'ont pas vu. Ils l'ont pas vu. Ils n'ont pas vu que la manette revenait, parce que là, il y a un retour. Ils n'ont pas vu. Ils ont été préoccupés parce qu'il y avait un orage violent, il y avait les fronts orageux. Ils ont été préoccupés par le pilotage de l'avion. Ils n'ont pas vu la réduction de la poussée. Ils ont décroché. Et puis là, ils n'ont pas. Et en vrille, il s'est écrasé. Et là encore, vous nous dites, faites confiance. C'est conjugué à deux choses. C'est quand même surréaliste, quoi. Non, mais attendez, il y a les situations météo au départ. Ouais. Après, il y a le problème du comportement de l'appareil et le comportement de l'équipage. Une question délicate, est-ce qu'il y a des compagnies qu'il ne faut pas prendre ? Honnêtement. Ah ben, il y en a qui sont listés rouges. Ah bah oui. Ah oui, liste noire. Il y a des grandes compagnies qu'il ne faut pas prendre. Plus les grandes. Attendez. Aéroflot, par exemple, pendant longtemps, on a dit que c'était pas très sûr. Maintenant, on est équipé avec des Boeing et des Airbus. Ah bah oui, avant... Un TU-153, le tri-réacteur, surtout pas, mon vieux. Là, vous avez toutes des choses de perdre la vie. Et c'est quoi ? C'est les compagnies charter, en général, qu'il ne faut pas prendre ? Non. Alors, les compagnies charter, vous savez pourquoi ? Comme les compagnies charter, c'est les boîtes à fric, ce qui est normal. Ils font comme les loueurs de voitures. Les loueurs de voitures, les voitures ont au bout de 10 000 km et 6 mois, hop, ils les changent. Elles sont toujours en très bon état. Ils n'ont pas intérêt à avoir une panne. Donc, les compagnies charter, quand vous regardez, ils achètent une flotte d'avions, une centaine d'appareils. C'est énorme. Une centaine d'appareils. Et ils vont les utiliser avec la garantie au maximum, et puis après, ils vont les revendre sur le marché. Donc, le problème, c'est le marché de l'occasion. Le danger, il n'est pas dans les low cost, actuellement. Le danger va être dans le développement du trafic aérien, avec des petites compagnies. Un gars qui a du fric, qui monte une petite compagnie, et il achète des avions d'occasion, dont on connaît mal l'histoire, dont la maintenance est peut-être aléatoire, où les gars ont tiré sur la ficelle, et les pilotes mal formés. Donc faites confiance aux grosses compagnies plutôt, c'est ça. Toujours. Merci Michel Chevalet, faites confiance, nous dit-il. Michel Chevalet, journaliste spécialisé des questions scientifiques sur iTélé, qui était avec nous ce matin.